BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon. Nos invités, c'est Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS. Elie Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabien Gage, délégué CGT chez Renault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis on aura en ligne avec nous Philippe Ries, qui est l'ancien directeur de l'AFP à Tokyo, qui connaît très bien Carlos Ghosn et puis qui a participé justement, qui a suivi le redressement de Nissan et la construction de l'Alliance. Fabien Gage, d'abord, quelle est l'ambiance à ce moment chez Renault? Comment vous réagissez à ce coup de tonnerre quand même, il faut bien le dire, qui est arrivé hier au Japon? C'est d'abord la surprise, puisque aucun élément particulier n'avait circulé dans l'entreprise sur ce type de sujet. Ensuite, c'est plutôt la colère qui a prédominé quand on connaît la position de Carlos Ghosn à l'égard des salariés, particulièrement depuis les accords de compétitivité, leur demandant des efforts à la fois sur les salaires, à la fois sur les conditions de travail, à la fois sur l'emploi. Dans l'hypothèse évidemment où les faits seraient avérés, c'est une colère en se disant Monsieur Ghosn touche plus de 15 millions d'euros de salaire dans les deux entreprises, et il trouverait, dans cette hypothèse, encore moyen d'essayer de gruger ici ou là pour augmenter encore le taux de rémunération, ce qui évidemment a le don d'agacer quand même beaucoup de monde. Comment vous avez été informé en interne? Mais c'est la presse qui nous a informés, et d'ailleurs à l'heure qu'il est d'aujourd'hui, nous n'avons aucune information particulière. Vous avez reçu un mail, je crois qu'il y a eu un mail général envoyé aux salariés? C'est juste le mail public qui explique qu'on attend, que la direction générale attend des explications de Carlos Ghosn. Ça, c'était hier. Oui. Depuis, en dehors de ça, rien. On sait simplement qu'il y a un conseil d'administration qui aura lieu ce soir. On n'en connaît pas l'ordre du jour. Voilà, on en est aujourd'hui. Vous imaginez bien, c'est quand même la succession de Carlos Ghosn, non? Bien sûr, mais on pourra avoir quelques précisions sur la façon dont. Donc pour l'instant, vous n'avez pas été informé, vous qui représentez la CGT Non, absolument pas. Non. Absolument pas. C'est nous qui avons sollicité la direction hier, quand on a vu les dépêches qui tombaient, en particulier sur Internet. Ouais, aucune précision sur ce qu'on reproche, en l'occurrence, à Carlos Ghosn? Non, en dehors encore une fois, de ce que la presse a pu en dire. En tout cas, plutôt le communiqué de presse de Nissan, qui est quand même à charge. Alors maintenant, on verra, parce que le ministre ce matin a expliqué qu'on demanderait au gouvernement japonais des explications, ce qui me paraît tout à fait légitime. Après, on verra si effectivement les accusations sont fondées ou si elles ne le sont pas. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester très très prudent. C'est Bruno Le Maire ce matin a dit qu'en tous les cas, il avait consulté ses services avec Gérald Darmanin et qu'il n'y avait rien de particulier. Je cite Elie Cohen, pour vous, est-ce que la théorie du complot, vous y croyez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? En général, moi je ne suis pas partisan de la théorie du complot. J'essaye simplement de voir les faits. Les faits, c'est acte 1, c'est Nissan qui instruit en son sein une enquête sur à la fois les rémunérations de Carlos Ghosn, leur divulgation auprès des investisseurs et l'usage d'actifs de l'entreprise. On peut imaginer l'usage d'un avion privé ou de choses comme ça. 2, j'apprends que c'est un lanceur d'alerte à l'intérieur de l'entreprise qui a informé les services fiscaux. 3, je constate que le président qu'a nommé Carlos Ghosn arrive le jour même et vient dire non seulement que Carlos Ghosn a été arrêté, qu'il va être déchu de ses fonctions, mais que ça a été probablement une erreur que de confier à un seul homme la direction de 3 entreprises et la direction de l'instance qui coordonnait les 3 entreprises. Il fait une présentation à charge. Hiroto Saikawa, oui. Monsieur Hiroto Saikawa, il fait une présentation à charge contre Monsieur Ghosn. Lorsque vous mettez tout ceci en ligne, vous vous dites que, en fait, c'est un conflit interne à l'entreprise qui a été porté sur la place publique et dont la victime aujourd'hui est Carlos Ghosn. Parce que on ne peut pas imaginer, si vous voulez, les motifs qu'on voit dans la presse, notamment l'article du Financial Times ce matin qui dit qu'on reprocherait à M. Ghosn de ne pas avoir divulgué aux investisseurs l'intégralité de ses revenus. Enfin, franchement, c'est pas... Oui, c'est pas très sérieux, les documents financiers. Voilà, exactement. Il y a des problèmes de documentation financière. En général, ça se termine par une réprimande de l'agence de régulation boursière qui éventuellement une pénalisation par l'agence de régulation boursière. Ça ne conduit pas à un emprisonnement, à une déchéance de tous les mandats et à une critique en règle de l'action qui a été menée jusqu'ici. Oui. Fabien Gage, la théorie du complot, c'est une question que se posent les salariés au sein de Renault. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que la direction de Renault fait circuler comme bruit au sein de l'entreprise. Ceci dit, moi j'ajouterais quand même que
il faut se souvenir de l'affaire de l'espionnage de Renault, où Carlos Ghosn n'avait pas hésité une seconde, y compris publiquement, à accuser 5 personnes d'espionnage, de les licencier sur le champ, pour ensuite se rendre compte que l'affaire reposait sur pas grand-chose. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, l'avenir nous dira si il y a ou il n'y a pas de la part de Monsieur Carlos Ghosn malversation. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'image de Carlos Ghosn, pour le moins, est largement entachée, comme l'image d'ailleurs du groupe Nissan, comme l'image du groupe Renault ou celle de l'Alliance. Et qu'en règle générale, c'est aux salariés à qui on va demander de payer la facture, parce qu'en général, les choses se passent en ces termes-là. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, dans ces conditions, Carlos Ghosn, de toute manière, c'est normal qu'il soit remplacé à la tête de Renault après les propos ce matin de Bruno Le Maire, encore une fois? Dans l'état actuel des choses, et évidemment dans l'incapacité de pouvoir continuer à diriger Renault. Bon, ceci dit, je l'ai dit, sa légitimité, on a quand même pris un coup. Nous, en ce qui nous concerne, problématique aujourd'hui, on a critiqué largement la stratégie financière de Carlos Ghosn au niveau de Renault, on continue à le faire, et on pense que dans la situation actuelle, et contrairement à ce que veut indiquer monsieur le ministre ce matin, nous, la question aujourd'hui qui est posée, c'est carrément la place de Renault, son avenir sur le sol national, tant du point de vue de son outil industriel que de son ingénierie. Je rappelle simplement 2 chiffres. Depuis l'arrivée de Carlos Ghosn en tant que PDG, la France produisait 53% des besoins de production européens de Renault en y intégrant la Turquie. Fin 2017, on n'en produit plus que 19%. Et dans le même temps, on continue à externaliser et on continue à délocaliser une partie des activités, y compris celles de l'ingénierie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas entendre. Et puis, dernier point quand même, Renault, dans l'état actuel des choses, décidément, Renault est largement rodé à l'intérim. On verra au niveau de la gouvernance. Mais aujourd'hui, Renault, c'est plus de 10 000 intérimaires auxquels il faut auxquels il faut ajouter un tiers de prestataires dans l'ingénierie. Mais quand même, entre Renault, Nissan, Mitsubishi, il a quand même réussi à faire le numéro 1 des constructeurs mondiaux. Enfin, je veux dire, il a quand même une réussite de sa stratégie industrielle. Et nous, la question qui nous intéresse, c'est concrètement l'alliance, certes, mais la place de Renault proprement dit. Au sein de l'Alliance, oui. Je parle bien de la place de Renault sans intégrer les ventes ou des partenaires ou les ventes du groupe. Je pense à Dacia, je pense à Avtovaz. Une chose est certaine, c'est que la part de Renault en termes de vente a diminué. La part de ses emplois, c'est une catastrophe. On a perdu plus de 10 000 emplois au cours de la dernière décennie, ce qui est avec des conditions de travail particulièrement dégradées. Donc non, je pense qu'il faut regarder les choses avec sérénité, les regarder de manière la plus objective possible, et à partir de là, voir dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut repenser une autre stratégie qui soit cette fois-ci une stratégie industrielle et où le social prenne le pas sur l'appétit des actionnaires. Je propose qu'on prenne, il est déjà en ligne avec nous, Philippe Riès. Philippe Riès, bonjour. Je rappelle que vous avez été directeur Bonjour, vous avez été directeur de l'AFP à Tokyo pendant très longtemps. Vous connaissez très bien Carlos Ghosn, vous avez signé un livre avec lui, Citoyen du monde, et puis vous avez donc assisté, regardé cette alliance, la construction de l'alliance Renault-Nissan, et puis vous avez vu ce retournement quand même assez spectaculaire de Nissan. Comment vous analysez ce qui s'est passé hier, cette arrestation, ce lâchage en direct du président de Nissan qui avait mis Carlos Ghosn? Quel est votre sentiment? Alors, je vais utiliser des images parce qu'elles sont très parlantes. J'étais en effet à Tokyo, je venais de prendre la direction du bureau de l'AFP quand Louis Schweitzer est venu avec Hanawa annoncer le lancement de l'Alliance le 29 mars 1999. Pourquoi le 29 mars? Parce que l'année fiscale japonaise se termine le 31 mars et que le 31 mars, Nissan était en dépôt de bilan. On passe à octobre 1999 et Carlos Ghosn annonce le Nissan Revival Plan. Et on n'avait jamais vu au Japon une conférence de presse de ce type. C'était une sorte de show à l'américaine, avec des slides, avec Ghosn à un pupitre. C'était complètement différent. Hier soir, l'image qui m'a absolument frappé, c'est que c'était le retour du vieux Japon. Saikawa était tout seul, ce qui est assez curieux. D'ailleurs, par exemple, la personne qui avait conduit cette enquête interne aurait pu être présente. Il n'y avait même pas un sigle Nissan, c'était une salle entièrement blanche dans le siège global de Yokohama. Bon, évidemment, on peut dire que c'était une conférence de presse particulière, convoquée dans l'urgence, mais c'était quand même, le contraste était absolument frappant. Alors maintenant, sur le contenu. Le contenu, je l'ai trouvé dès le départ très étrange, et plus la conférence de presse avançait, en dépit d'ailleurs
des questions nombreuses et excellentes posées par nos confrères japonais, qui n'ont pas eu de réponse dans la plupart des cas. J'ai trouvé ça très très bizarre. Il y a plusieurs choses qui m'ont énormément frappé. D'abord, il y a une reconstruction par Saikawa de la renaissance de Nissan, qui est quand même très très étonnante. Bien entendu que tout le monde y a contribué, pas seulement Carlos Ghosn, mais quasiment le rôle de Ghosn, de Renault, de l'Alliance disparaissait dans cette reconstruction. Était effacé. Très étonnant. Encore plus étonnant, il rend un hommage à la vieille direction de Nissan, c'est-à-dire celle qui avait mise... il faut écouter ça vraiment en détail, parce que il faut connaître très très bien cette histoire pour comprendre ce qu'il dit. À la vieille direction de Nissan, celle qui avait mis Nissan en faillite, et qui avait permis d'ailleurs à Louis Schweitzer de prendre le contrôle de Nissan dans un intermède boursier dont je rappelle qu'il a duré 3 mois, les 3 mois pendant lesquels l'action de Renault, en 99, valait plus que l'action de Nissan. Mais Philippe, et puis, oui. Continuez. Donc ça c'est... Alors, et puis évidemment, comme déjà je viens d'écouter Eli Cohen, comme tout le monde qui a écouté cette conférence de presse le comprend, cette enquête interne, manifestement, n'a jamais confronté Carlos Ghosn. Oui, d'accord. Alors, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est la théorie du complot? Est-ce que c'est les Japonais qui ne voulaient pas de cette alliance? Quelle est votre analyse, puisque vous connaissez très bien le dossier? Je ne parlerai certainement pas de complot, je ne suis pas plus qu'Eli Cohen partisan de la théorie des complots, mais il y a des opportunités. La réalité, c'est que l'Alliance est profondément déséquilibrée. Elle était déséquilibrée dès le départ. Renault était plus petit que Nissan. Elle est devenue de plus en plus déséquilibrée. Et aujourd'hui, vous savez très bien que toutes les analyses boursières, encore aujourd'hui, bien que les résultats de Renault soient bien meilleurs actuellement, mais c'est cyclique, en partie cyclique. Vous savez très bien que si vous retirez de Renault la participation de Nissan, en termes de valorisation boursière, Renault ne vaut rien. Zéro. Nissan produit à peu près 2 fois plus de voitures et fait à peu près 2 fois plus de chiffre d'affaires et de bénéfices que Renault. Donc ce déséquilibre, il fallait absolument l'adresser. Non, je voudrais terminer par ça, Edouche, parce que si on n'a pas plus de temps, parce que c'est très important. Carlos Ghosn a réfléchi depuis des années sur, évidemment, la restructuration capitalistique de l'Alliance. Un terme lié d'ailleurs au fait que, inévitablement, un jour, il partirait. Là, il a l'air de partir dans des circonstances très particulières. Qu'est-ce qui a bloqué ce processus? La participation de 15% de l'État français. Or, inévitablement, il va falloir remettre ce dossier sur la table. D'abord parce qu'en termes de valorisation, il y a une décote massive du fait de la structure capitalistique de l'Alliance. Il suffit de comparer avec d'autres entreprises du secteur automobile. Merci beaucoup Philippe Rief. Surtout restez avec nous. Eli Cohen, une réaction par rapport à ce que vient de dire. Oui, vous êtes un peu d'accord. C'est intéressant l'analyse qu'il fait sur l'Alliance déséquilibrée du côté japonais. Je crois qu'on commence à comprendre effectivement ce qui s'est passé. Si vous voulez, acte 1, personne ne peut le contester, c'est la reprise de Nissan par Renault qui a contribué à la renaissance de Nissan. L'entreprise de redressement qui a été menée par Carlos Ghosn au Japon a été unanimement saluée et le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, dans l'alliance actuelle, Nissan pèse beaucoup plus que Renault. Nissan, c'est à peu près 2 fois plus de voitures vendues, c'est une meilleure rentabilité, même si, encore une fois, la situation de Renault s'est beaucoup améliorée au cours des 12 derniers mois, premièrement. Deuxièmement, Carlos Ghosn a inventé le principe de l'alliance, c'est-à-dire qu'il a voulu éviter la prise de contrôle pure et simple de Nissan, de Dacia, d'Avtovaz, etc. Il a voulu qu'il y ait dans cette instance coopérative des groupes de travail qui permettent d'améliorer les choses progressivement, d'unifier les plateformes, d'unifier les approvisionnements, d'optimiser les achats. Et il a fait ça en maintenant l'autonomie de Nissan. Troisièmement, on savait qu'il fallait aller au-delà de cet arrangement dans l'Alliance et qu'il fallait aller vers un pilotage plus intégré. Carlos Ghosn s'y préparait et là on butait sur le fait qu'il y a une relation très asymétrique en matière de capital puisque Renault contrôle 43,4% de Nissan et il a des droits de vote pleins alors que Nissan n'a que 15% de Renault et n'a pas de droit de vote. Donc du côté japonais, maintenant que l'entreprise est redressée, on aspirait à rééquilibrer les choses. J'ajoute un troisième élément, c'est que dans la gestion de sa participation, l'État français a beaucoup hésité, il a voulu accroître sa part
par oui, les droits de vote, on s'en souvient, tout en diminuant sa part entre Emmanuel Macron et Carlos Ghosn. Il a un peu fragilisé Carlos Ghosn lors des différentes discussions sur ses rémunérations. Donc pour les Japonais, il y a une opportunité de rediscuter les termes du contrat, surtout si on veut aller plus loin en créant une entité intégrée. On marque une pause, messieurs, et puis après Fabien Gache, je rappelle, vous êtes délégué syndical CGT chez Renault, vous nous direz si cette alliance, elle vous paraît déséquilibrée, et surtout comment vous voyez Renault dans cette future alliance, à moins qu'elle ne soit morte. On verra ça aussi dans un instant. BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon. Oh, merci, vous êtes toujours dans le H avec nos deux invités, Eli Cohen et Fabien Gache. Fabien Gache, délégué syndical CGT chez Renault. Fabien Gache, vous avez entendu Philippe Riès, qui connaît très bien le Japon, qui a quand même dit, il y a quand même des images très bizarres lorsqu'on voit que, et puis même des paroles, qu'Hiroto Saikawa donc a rendu hommage à l'ancienne direction qui avait mis en faillite Nissan. On dit que c'est quand même. Est-ce que vous pensez qu'il est tombé dans un piège, Carlos Ghosn? Écoutez, c'est une hypothèse. Moi, j'ai aucun élément qui me permette aujourd'hui d'étayer ou non ce type d'hypothèse. Ce qui me rend, je suis assez abasourdi par les propos tenus quand on réduit une entreprise seulement à sa valeur boursière, quand monsieur explique que Renault ne vaut rien. C'est quand même faire déséquilibré, l'alliance est déséquilibrée. Oui, c'est ce que pensent les Japonais. Oui, non, mais d'accord. Mais le déséquilibre existe aussi dans la réflexion des salariés français. Alors d'abord, l'entreprise Renault ne vaut pas rien. Le travail des salariés, je pense qu'on devrait plutôt le mettre à l'honneur plutôt qu'autre chose. D'autre part, effectivement, quand on parle de déséquilibre, on a eu l'occasion déjà d'exprimer nos critiques, notamment quand Carlos Ghosn a réorganiser tout le management chez Renault, puisque par exemple dans l'ingénierie est dirigée majoritairement par des Japonais. On sait que majoritairement les choix sont relatifs aux investissements, au choix de qui va faire tel ou tel type de recherche, sont quand même plutôt privilégiés vers les Japonais. Je donne une réflexion qui se dit beaucoup dans le technocentre de Renault. Quand vous avez un ingénieur cadre pour travailler sur un projet, vous en avez 10 chez Nissan. Donc beaucoup de critiques à l'égard de Carlos Ghosn sur une volonté assez délibérée, en fait, d'appauvrir et de fragiliser l'ingénierie. Donc je pense que, évidemment, qu'il y a un vrai risque aujourd'hui de recomposition. Qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est dans ce moment-là qu'il va falloir mettre sur la table, mais avec l'ensemble des partis, c'est-à-dire aussi les organisations syndicales, ce qui méritera d'être repensé, peut-être, ou en tout cas revu, de manière à ce qu'on change de braquet et qu'on fasse en sorte de redonner de la force à Renault, et que Renault retrouve sa capacité d'innovation qui a fait son histoire. Et vous attendez quoi, l'actionnaire de l'État, qui a 17% quand même, et qui justement peut-être aussi un frein à cette alliance, enfin en tous les cas c'est ce qu'on entend ici ou là, et encore l'a rappelé Philippe Riès, c'est un frein à cette alliance du côté des Japonais. Non, mais c'est clair que l'État a une responsabilité. Nous, on a accusé depuis, d'ailleurs c'était vrai pour le gouvernement précédent, j'ai entendu le ministre ce matin, qui reste quand même pour le moins aveuglé par le taux de profitabilité de l'entreprise. D'ailleurs, au passage, je rappelle quand même que cette année, au moment des résultats financiers, l'actionnaire qui exigeait une valeur de l'action en dividende le plus important était quand même l'État. Oui, bien sûr. Et que nous, on pense que l'État, qui aussi investit beaucoup de fonds publics, mais qui au bout du compte se traduisent par externalisation, délocalisation, devrait quand même, à un moment donné, cesser d'être autiste vis-à-vis de la situation réelle de l'entreprise en France. Eli Cohen, est-ce que vous pensez que on peut rediscuter les termes de cette alliance? Alors là, on fait un peu de la business fiction, en l'occurrence, mais on voit que visiblement, c'est ce qui a été. Aujourd'hui, on a souhait des Japonais, quoi. Oui. On a sur la table 3 problèmes et il va falloir les résoudre. Premier problème, c'est un problème capitalistique. Aujourd'hui, en bourse, Renault vaut 4 fois à peine ses résultats, le fameux PER que alors qu'il y a très bons résultats. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que plus personne ne croit à l'avenir de ce groupe tel qu'il est. Aucun investisseur n'est prêt à miser quelque chose sur le groupe tel qu'il est. Ouais. Donc là, il y a une espèce d'obligation d'agir, et avec la chute de Carlos Ghosn, cette obligation d'agir est précipitée. Alors, 2, on a cette alliance qui jusqu'à présent fonctionnait, mais qui tournait beaucoup autour de la personnalité de Carlos Ghosn. On lit beaucoup dans la presse aujourd'hui comment Carlos Ghosn faisait des revues de détail sur les politiques d'approvisionnement, sur les politiques de gamme, comment il passait une semaine dans chaque pays dans lequel l'entreprise était présente. Donc, il avait organisé
le fonctionnement de l'entreprise autour de lui, autour de cette structure d'alliance. Et au fond, les actionnaires, ils étaient très loin et ils n'avaient pas beaucoup de capacité d'influence. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est la gouvernance. Manifestement, il y a maintenant un problème de gouvernance et il va falloir rebattre les cartes. Alors, les Japonais demandent que le rôle de l'État français dans l'actionnariat recule. Si c'est le prix, je vais dire les choses très clairement, si c'est le prix pour que Renault devienne un groupe intégré, intégrant complètement Nissan, intégrant Avtovaz et toutes les autres, et puis Dacia et compagnie, et si tout ceci permet d'avoir un groupe intégré, moi je ne serais pas hostile à un recul de la participation de l'État. Mais si derrière ce débat, ce que visent les gens de Nissan, c'est ce qu'ils appellent la japonisation de Nissan, c'est-à-dire récupérer la maîtrise et donc éjecter Renault. Alors là, non, je pense qu'il va falloir faire respecter les droits de l'actionnaire majoritaire, ou en tout cas de l'actionnaire de contrôle, puisqu'avec 44%, c'est Renault qui est l'actionnaire de contrôle de Nissan. Fabien Gage, est-ce que vous partagez au moins ce point-là avec Eli Cohen? Je serais plutôt sur la deuxième. Oui, c'est ça, voilà. Oui. C'est-à-dire que l'État maintienne sa participation, mais encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, en acceptant cette fois-ci d'ouvrir un vrai débat de fond sur la structure actuelle de l'Alliance, sur les différentes hypothèses, y compris celles que vous évoquez, mais de manière à ce qu'on puisse essayer de construire quelque chose qui puisse conforter l'outil industriel et l'outil d'ingénierie d'une entreprise comme Renault. Je comprends bien. Vous êtes pour la désintégration du groupe, pour que l'État reste dans le capital? Moi, je suis pas pour la désintégration. D'ailleurs, je voudrais quand même remarquer que vous omettez, quand vous expliquez les Nissan, d'abord, c'est quand même Renault qui a largement financé le redressement. J'ai commencé par dire ça. Oui, mais moi, je vous le dis, je vous le répète. J'ai commencé par dire ça. Qui non seulement a largement financé le redressement de chez Nissan, mais qui, du coup, s'est traduit par un manque de moyens chez Renault, précisément pour le renouvellement des gammes. On a vu d'ailleurs le résultat, c'est que Renault a pris un retard assez considérable dans le renouvellement de ses gammes, avec un impact sur les ventes, un impact sur les emplois et un impact sur son ingénierie. Première des choses. La seconde chose, allez expliquer que si Nissan devient un groupe, etc., quid, que deviennent les entreprises françaises, enfin les établissements français, industriels, d'ingénierie, qui en prend le contrôle, qui décide de quoi? Et ça veut dire que demain, on peut faire n'importe quoi sous l'égide d'un constructeur tel que Nissan, qui pourrait décider en lieu et place de l'État français, parce que l'État français a largement financé en termes de fonds publics, c'est plusieurs centaines de millions. Alors j'aimerais bien au moins que ces questions-là puissent être mises sur la table avec un seul objectif en ce qui nous concerne, c'est l'avenir à la fois de l'industrie en France, c'est l'avenir de ses emplois, et c'est l'avenir au-delà de Renault, de la filière automobile, parce que Renault, c'est aussi en plus est confronté, justement, c'est un peu mal à la question, qui est confronté à des choix et des investissements gigantesques avec l'électrique. Les constructeurs automobiles, on voit bien que ça change complètement de braquet, en l'occurrence, parce qu'il y a l'électrique qui monte, les voitures autonomes, donc absolument. Il y a des défis industriels qui sont jamais vus. Avant même l'épisode Ghosn, l'action Renault avait chuté très fortement, de même que l'ensemble des actions du secteur automobile, que ce soit en France et ailleurs, parce que il y a devant nous effectivement la perspective de l'électrification et du véhicule autonome, et dans la perspective du véhicule autonome, les analyses qui sont faites, c'est que les champions industriels traditionnels du secteur ont perdu leurs avantages comparatifs, et on va voir apparaître de tout nouveaux acteurs qui vont peser d'un poids très lourd et qui vont redéfinir le paysage même de l'automobile. Un mot de la fin peut-être pour vous, Fabien Gage. Thierry Bolloré, donc a priori c'est peut-être lui qui est l'actuel numéro 2, enfin sans l'être vraiment parce qu'il n'est pas mandataire social. Est-ce que c'est le bon choix en l'occurrence? Est-ce qu'il peut tenir la barque pendant cette période comme très mouvementée? Vous savez, nous, au-delà du personnage, moi je suis rien contre monsieur Bolloré. La question, encore une fois, c'est quel contenu de la stratégie de l'entreprise que depuis un certain nombre d'années, on aimerait pouvoir au moins cette fois-ci en discuter. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. On ne vous a pas mis d'accord, mais en tous les cas, on a bien perçu justement les défis pour vous au sein même de Renault et puis les défis au sein de l'Alliance. Qu'est-ce qui va se passer avec vous, Eli Cohen? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se posera la question justement, qu'est-ce qu'un chef? Est-ce qu'un chef doit être exemplaire? Comment? On en parlera avec l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui publie un livre justement sur un chef, qu'est-ce que ça doit remplir comme mission. À tout de suite.